Salut Samir, Salut Julien. salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur où nous te partageons plein d'informations autour de la psychologie positive, de la PNL et de bien d'autres choses pour t'aider toi aussi à avancer positivement. Alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet. Samir, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler de la pyramide des besoins, connue aussi sous le nom de la pyramide de Maslow plutôt. De Maslow, ouais. On fait attention hein, parce que avec nos podcasts et tout ce qu'on raconte, si tu me rajoutes une pyramide dans le lot, bientôt on va dire qu'on est des Illuminati, donc fais gaffe. Exactement, mais après ça, on l'a déjà dit, Julien. On a déjà dit que on avait des rituels un peu spéciaux et C'est vrai, on, voilà quoi. on- on l'avait évoqué durant un live qu'on avait des rituels particuliers avec de la C'est sauge, moi, plein de choses. c'est ça. Moi, j'ai des pyramides avec des yeux, tu sais, partout ici chez moi. Tu te sens pas trop observé, ça va? Non, ça va, t'inquiète pas. Non, ok, bon, c'est le principal. Donc oui, on va s'occuper, excuse-nous pour ce petit trait d'humour, on a beaucoup de blagues comme ça avec Samir, on s'amuse Ah, bien on quand on aime. travaille. Donc effectivement, à travers tout ça, on va te parler de la pyramide de Maslow. Alors qu'est-ce que c'est que cette pyramide? C'est une pyramide qui a en fait mis une hiérarchie d'évolution de l'individu en fonction des besoins qui sont satisfaits. On commence avec les besoins les plus basiques, qui sont les besoins physiologiques, et ensuite on remonte progressivement dans des besoins qui sont de plus en plus subtils et qui font que si on veut pouvoir s'épanouir, si on veut pouvoir vraiment se sentir bien dans notre vie, selon l'approche de Maslow, il va falloir répondre à chacun de ces besoins pour atteindre le niveau maximum d'évolution. Exact. Et du coup, en fait, tant qu'on ne satisfait pas, ça c'est vraiment le truc à surligner, tant qu'on ne satisfait pas un besoin qui est à la base de la pyramide, on peut pas passer à l'étage supérieur. Exactement. Ça nous bloque l'accès au niveau supérieur, un peu comme dans un jeu vidéo. Et dans la vie, il y a pas de cheat code. Donc, si t'as pas satisfait le niveau, tu peux pas monter au niveau suivant. T'as pas possibilité de bypasser ce truc-là. Alors, le premier Ah, c'est niveau, con. C'est bah, vraiment con. Moi, je pensais qu'en c'est faisant ça. L1, L2, 3 ronds et tout, tu pouvais, mais c'est mort. Si tu secoues ta manette suffisamment vite, peut-être, Samir, peut-être. Donc premier besoin, premier niveau de la pyramide, c'est vraiment le niveau le plus basique. C'est les besoins physiologiques, ça on va pas vraiment en parler, hein, c'est dormir, boire, manger, les trucs de base que tout le monde a besoin pour pouvoir au moins se sentir, «OK, j'ai le minimum requis là, je dors, je mange, je bois», puis voilà, on s'arrête là, besoin d'élimination et cetera. Fait qu'on va Mhm. passer au niveau qui est tout de suite au-dessus. Samir, deuxième niveau, c'est lequel? Alors, le deuxième niveau, c'est le besoin de sécurité. Mmh. C'est bien justement que tu as fait vite avec le besoin de physiologie parce qu'en règle générale, c'est un besoin qui est, quoi qu'il arrive, satisfait en tout cas dans nos pays, il l'est. Peut-être moins dans les pays justement où il y a de la famine, etc. Tout à fait, ouais. Mais voilà, en tout cas, je pense que les personnes qui nous écoutent ont au moins ce besoin qui est satisfait. Donc, deuxième, c'est besoin de sécurité. Et en fait, la sécurité, c'est sécurité de l'emploi, sécurité financière, au niveau de la famille, de l'environnement dans lequel tu vis, Mmh. de ta santé. Donc, c'est vraiment le fait de se sentir en sécurité dans plusieurs aspects de notre vie. Exactement. Et ça, souvent, en règle générale, je pense que dans les pays occidentaux, il y a une partie des besoins de sécurité qui sont satisfaits. Peut-être un peu plus compliqué avec les besoins financiers, parce que par exemple, on parlait de la pensée de riche et la Mmh. pensée de pauvre. Quand tu ne dépends que d'un seul emploi ou que d'une seule entrée d'argent, ton besoin de sécurité n'est pas forcément. Alors, il peut être satisfait inconsciemment, mais le truc, c'est qu'à partir du moment où tu te dis, si je perds mon emploi, je suis dans la merde, c'est que ton besoin n'est pas totalement satisfait. Ouais et d'ailleurs, on peut peut-être prendre le temps de rentrer un peu plus dans le détail de ce besoin de sécurité. Ouais. C'est quelque chose de très subjectif. C'est-à-dire que, selon le pays dans lequel tu vas être, selon la culture, selon, peut-être le modèle familial dans lequel tu as grandi, ton besoin de Mhm. sécurité va varier, de beaucoup et tu as aussi les besoins identitaires où il y en a qui ont besoin de plus de sécurité et d'autres plus de stimulation et de nouveauté. Donc ça va vraiment varier et tu vois, tu parles de: «OK, j'ai un emploi, mais finalement, c'est le seul revenu que j'ai. Si jamais je perds mon emploi, j'ai plus de revenus, donc je suis dans la merde». Mais en fait, quand tu questionnes les gens, justement, sur qu'est-ce qui fait qu'ils gardent leur travail ou qu'ils veulent prendre un travail plutôt, par exemple, que de se lancer en affaires, c'est justement l'aspect sécurité. C'est à dire, si j'ai un emploi, j'ai donc un salaire, donc je peux payer mes factures, c'est plus sécuritaire que si je me lance en affaires et que j'ai pas de revenus.
Alors qu'en vérité, il y a rien de plus dangereux que de se mettre à un poste salarié et d'être dépendant d'une seule personne qui va faire que est-ce que tu vas être payé ou est-ce que tu vas pas être payé? Mais ça revient à notre podcast sur la pensée de pauvre et la pensée de riche, où finalement, c'est une erreur de se dire, «Bah, voilà, j'ai un bon petit CDI, donc je suis tranquille». Combien de personnes, ont eu un CDI, se pensaient tranquilles et se sont retrouvés à la rue du jour au lendemain parce que, bah, ce revenu-là, il a disparu, pour une raison ou pour une autre. Donc, tu sais, la notion de sécurité, elle est somme toute relative et elle est propre à chaque individu. Et tu Exact. peux être dans un environnement où tu as aucune certitude sur l'argent que tu vas gagner, sur, finalement, qu'est-ce qui se passe autour de toi, où est-ce que tu vis et malgré tout, avoir un sentiment de sécurité profond à l'intérieur de toi et du coup de valider ce niveau-là. Ouais, exactement et ça, c'est important. Ce que tu dis qu'il est propre à chacun, chaque personne va, Tout à fait, ouais. répondre à ses besoins de sécurité à sa propre manière, Mmh. et ça peut venir de plein de choses et c'est bah, par exemple, regarde, je vais donner cet exemple que tu donnes. Je vis aujourd'hui à Baltimore. Baltimore qui est connue comme étant l'une des villes les plus dangereuses des États-Unis. Mmh. Sachant qu'aux États-Unis, en plus, il y a le port d'armes. Bon, dans le Maryland, il l'a pas, mais il y a quand même des armes en circulation, ça, faut dire ce qui est. Maryland, c'est l'État dans lequel, je suis. Mais en fait, il y a un truc qui est drôle, c'est que je me suis jamais senti plus en sécurité que depuis que je suis à Baltimore. Pourtant, en France, Mmh. finalement, quand je regarde un petit peu, j'habitais à Roubaix, bon, c'est une ville qui est un peu l'une des villes les plus pauvres de France. C'était pas aussi violent que ce qui peut se passer dans certains quartiers de Baltimore, Ouais, mais je me sens bien. tout à fait, ouais. Bah, c'est notre perception à nous qui fait toute la différence, donc si jamais toi qui nous écoutes, tu as envie de valider ce niveau de besoin dans ta pyramide, à toi, ça va être de prendre conscience que c'est selon tes propres critères que tu vas te sentir en sécurité ou pas. C'est à toi de Mmh. définir quels sont les critères qui font que tu te sens en sécurité. Exact. Donc voilà, maintenant qu'on a parlé du besoin de sécurité, bah, une fois que tu satisfais ton besoin de sécurité, tu peux monter au niveau prochain. Donc là, tu peux level up vers Ouais. le besoin d'appartenance. Alors, c'est quoi le besoin d'appartenance, Julien? Et ben le besoin d'appartenance, on peut le rattacher au besoin d'amour. Se sentir aimé, recevoir de l'attention et faire partie de quelque chose, faire partie d'un groupe. Donc là, c'est plus souvent l'aspect familial, en tout cas, qui va rentrer en ligne de compte au départ, parce que c'est notre milieu de départ, hein. On arrive dans une famille, qu'elle soit nombreuse ou pas, mais on arrive dans un écosystème familial et ça peut être aussi une famille de substitution si jamais, bah, pour une raison ou pour une autre, malheureusement tu pas tes parents ou que, tes parents décèdent donc tu deviens orphelin ou que tu es né sous X ou peu importe. Tu as un milieu de départ où finalement tu as ce besoin de te sentir appartenir à quelque chose. Et ça, encore une fois, ça dépend aussi beaucoup de nous. Alors, ça dépend pas de nous en tant qu'enfants, parce que c'est à notre environnement, c'est à nos parents, c'est à nos proches, c'est à nos éducateurs de nous faire nous sentir que, OK, t'es pas tout seul. T'es pas un individu tout seul, tu fais partie d'un groupe et tu peux te reconnaître dans ce groupe-là. Tu peux prendre ta place dans ce groupe-là. Et tu vois, on évoquait les enfants nés sous X, par exemple, ou les enfants qui sont mis, à la DAS pour une raison ou pour une autre, les enfants qui, sont orphelins et qui ensuite vont rentrer dans des familles d'accueil. C'est un besoin, par exemple, qui va être très difficile à combler au départ pour eux, parce qu'ils n'arrivent pas à se reconnaître dans le groupe dans lequel ils arrivent, ils n'arrivent pas à prendre leur place, ils n'ont pas le sentiment souvent d'ailleurs même le sentiment de sécurité n'y est pas non plus, parce que, du coup, ça les empêche d'évoluer, ça les empêche d'avancer et de s'épanouir positivement parce que ces besoins-là de départ ne sont pas satisfaits. Mais nous, après, en tant qu'adultes, c'est de bien comprendre que ça nous appartient pleinement de satisfaire ou non notre besoin d'appartenance, parce que tu peux passer toute ta vie à vouloir combler ce besoin d'appartenance, mais tu peux y répondre, négativement. On l'avait déjà évoqué, hein, Samir, ce principe que soit tu satisfais positivement, soit négativement tes besoins. Mais Mmh. que tu cherches à satisfaire ce besoin d'appartenance avec en fait, je vais mettre entre guillemets là, «des mauvaises personnes» ou en tout cas des personnes qui sont pas, bonnes pour toi, à ce moment-là dans ta vie et c'est de c'est vraiment de faire attention et de te dire que toi aujourd'hui tu peux contribuer à faire que ce besoin-là soit satisfait, soit, comblé en t'entourant des bonnes personnes, en te mettant en Mmh. contact avec les bonnes personnes, en t'intégrant dans le bon groupe. Parce que, tu sais, on choisit pas sa famille,
On choisit pas ses proches, mais on choisit ses amis. Et c'est vraiment important de garder en tête que si jamais tu n'arrives pas à trouver ta place au sein de ta famille de départ, bah, rien ne t'empêche d'en construire une nouvelle, rien ne t'empêche de te construire un nouveau réseau dans lequel tu vas avoir ce sentiment d'appartenance qui va se valider et qui va te permettre ensuite d'accéder au niveau suivant. Mais on se rapproche encore, hein, de la pensée de riche et pensée de pauvre, avec ça. C'est est-ce que tu réfléchis en termes de: «Ah bah, j'arrive pas à trouver ma place dans ma famille, donc j'ai pas ma place, donc je peux pas m'épanouir», ou est-ce que je fais le constat que bah, je suis trop différent, différente de mon milieu familial de départ, fait que je ne trouve pas ma place dans ce milieu-là, je n'arrive pas à me sentir appartenir à ce groupe. Du coup, à quel groupe j'ai envie d'appartenir? Et à quoi je veux me Mmh. rattacher? Ça veut pas dire que on fuit sa famille ou ses proches, que on leur parle plus, qu'on les voit plus, qu'on n'est plus en contact avec eux, qu'on les renie complètement, mais juste de bien recadrer et de dire: «OK, de quelle manière je vais pouvoir satisfaire mon besoin d'appartenance?» Et ça peut se faire à travers tes amis, ça peut se faire à travers un groupe, ça peut se faire à travers ton travail, ça peut se faire à travers plein de choses, mais de te sentir appartenir. C'est de dire: «OK, j'appartiens à quelque chose». Exact, exact. Et du coup, en fait, comment tu peux, parce que ça peut être une question que les personnes qui nous écoutent se posent, le besoin d'appartenance. Donc, du coup, c'est justement le besoin d'appartenir à un couple, d'avoir des relations, en tout cas d'avoir un conjoint, etc. Aussi, oui. Mais dans le besoin de sécurité, il y a aussi cette sécurité-là. Par exemple, une personne qui est seule peut se Mmh. sentir en insécurité et avoir besoin justement d'être entourée. Ce besoin est avant le besoin d'appartenance. Ouais, tout à fait. Bah, là, tu vois, se dire: «J'ai besoin de quelqu'un pour me sentir en sécurité», à mon sens, c'est pas une bonne stratégie pour Exact. satisfaire le besoin de sécurité. Parce que si tu remets la satisfaction de tes besoins sur des facteurs extérieurs, ça veut dire que tu es dépendant de ce que les facteurs extérieurs vont t'apporter ou pas. Mmh. Et si tu restes sur: «Bah, oui, mais moi j'ai besoin de me sentir en sécurité et le moyen pour moi de me sentir en sécurité, c'est d'être avec quelqu'un», dans ce cas-là, ça marche pas. Mmh. Parce que tu deviens dépendant de la personne. Et peut-être que tu choisiras même la première personne qui voudra bien se mettre avec toi juste pour satisfaire ton besoin de sécurité. Qui fait qu'ensuite tu as ton besoin d'appartenance. Et là, encore une fois, bah, tu es peut-être prêt ou prête à accepter des conditions qui sont pas justes dans ton couple ou dans ton groupe, juste pour satisfaire ce besoin-là. Parce qu'après, tu as le besoin de reconnaissance. Et donc là, bah, qu'est-ce que tu es prêt à faire? En gros, est-ce que tu es prêt à te prostituer pour avoir de la reconnaissance? Parce que si on reste dans ce processus-là, c'est ce que tu vas faire. Mmh. Tu sais, si tu te dis déjà sur les besoins de base, de dire: «Bon, bah, je peux me payer à manger, j'ai un toit, je peux dormir et cetera, OK, ça je gère». Mais si dès le deuxième besoin, tu es sur: «Je m'en remets à l'extérieur et c'est en fonction de ce que l'extérieur va faire pour moi que ça va être satisfait ou pas», tout le reste de ta pyramide, elle va être complètement fucké, hein. C'est sûr. C'est un peu comme une maison que tu vas construire. Si les bases sont mal consolidées, bah, ce qui va se passer, c'est que c'est comme si tu construisais ta maison sur du sable mouvant. Ouais. Et tu vois, j'ai un exemple qui me vient en tête. C'est comme bâtir une business, puis trouver un super client qui te rapporte tellement que, bah, finalement, tu as pas besoin d'aller travailler ailleurs, jusqu'au jour où ce client décide de plus travailler avec toi. Et puis là-bas, tu es dans la merde. Mmh. Tu sais, oui, on a besoin de l'extérieur, ça, il y a aucun problème. On a besoin du monde extérieur, on a besoin des autres, on a besoin d'être en contact, on a besoin d'échanger, on a besoin de partager, on a besoin de beaucoup de choses. Mais si tu conditionnes la validation de tes niveaux dans ta pyramide de Maslow, de tes niveaux de besoins, par l'extérieur, ça va être compliqué. Parce que ça va être une source de stress, ça va être une source d'angoisse, de dire: «Ouais, mais regarde, si lui, il est pas là, demain et puis si elle disparaît demain et puis ci et puis ça» et puis en fait, tu peux pas avancer sereinement parce que, bah, avec pourtant ce qui t'apportait a priori de la sécurité, hop, tu rebascules dans une insécurité et là, bah, ça te perturbe tout ton système, de A à Z. Exact. Mmh. Exactement, ouais, donc c'est ça, en fait, qui est important justement à prendre en compte, c'est que si ton besoin qui est en dessous n'est pas satisfait, tu vas pas pouvoir monter au-dessus. Ton besoin, en tout cas ton besoin du dessus, comme on avait Mmh. expliqué avec cet exemple-là, besoin d'appartenance, si t'es pas en sécurité, bah, tu vas pas pouvoir réellement le satisfaire. Ça va être bancal. Ouais, ça va être bancal. Ça va tenir jusqu'au jour où ça tient plus. Mmh. Et ça c'est un gros problème C'est un gros parce que, problème, ouais.
parce que, bah, ça peut te ruiner une vie, ça peut te mettre dans des situations et vraiment t'amener à vivre des problèmes hyper complexes dans ta vie. Si jamais tu gères pas bien, justement, ces notions de besoin. Donc, on a dit le besoin de sécurité, ça, on l'a vu. On avait le besoin d'appartenance. Samir, du coup, le prochain, c'est le besoin de reconnaissance. Qu'est-ce que tu Exact. peux nous en dire de ce besoin-là? Le prochain besoin, c'est le besoin de reconnaissance ou aussi appelé le besoin d'estime. Et en fait, là, c'est le besoin justement d'être accepté par les autres, d'avoir le respect des autres. C'est d'être une personne de confiance, de réussir. C'est un besoin en fait qui est lié à l'autre, dans le sens où tu as envie de briller, tu as envie d'être reconnu pour la personne que tu es, pour ce que tu as pu construire. Mmh. Voilà, d'être reconnu. Exact. Bah, en fait, c'est un peu l'évolution, on va dire naturelle, c'est je suis dans mon groupe, je fais partie d'un ensemble et ensuite j'aimerais que dans cet ensemble, je puisse être reconnu comme un individu à part entière et prendre ma place comme étant un être unique, justement, dans cet ensemble. Le besoin de reconnaissance, il sera pleinement satisfait quand tu t'accorderas ta propre reconnaissance. Mm. Parce qu'encore une fois, si tu te remets exclusivement à l'extérieur pour obtenir cette reconnaissance-là, c'est plus une notion d'ego qu'une notion d'estime. Exactement. Donc ça C'est vrai. doit avant tout venir de toi-même. Encore une fois, c'est le sentiment de sécurité doit venir de toi-même. Le sentiment d'appartenance doit venir de toi-même. C'est de te sentir, de dire: «OK, moi j'appartiens à ce groupe-là, puis je suis bien dans ce groupe-là». Ton besoin de reconnaissance doit venir de toi-même aussi. Il va venir de l'extérieur, mais tu sais, on est en systémique, hein. Donc, sécurité, c'est sentiments internes et environnement externe. Tu fais combiner les 2. Ton niveau d'appartenance, sentiment interne et environnement externe. Reconnaissance, sentiment interne et environnement externe. Fait qu'à chaque fois, c'est vraiment tu joues sur les 2 plans pour t'assurer d'avoir un maximum de choses parce que quelqu'un qui serait en recherche tout le temps de dire: «Non, mais il faut que j'ai la meilleure note, il faut que j'ai le meilleur résultat, il faut que j'ai la meilleure performance, il faut que j'ai le meilleur poste, il faut que j'ai le meilleur niveau de revenu, il faut que j'ai la plus grosse voiture, il faut que j'ai la plus grosse baraque, il faut que je me paye les Mm. vacances les plus chères, il faut que je m'achète une plus grosse montre». Il faut que c'est ça, c'est un besoin de reconnaissance qui est mal satisfait. Parce qu'on s'en remet exclusivement à l'extérieur et tu vois, on prend bah, je vais prendre 2 artistes, moi, que je trouve qui ont une carrière juste extraordinaire et qui malheureusement ont mal fini. Tu prends Whitney Houston, par exemple. Mhm. Son besoin de reconnaissance, ça a été l'enfer. Son besoin d'appartenance, son besoin de reconnaissance, c'est ce qui l'a fait couler. Tu prends, Robbie Williams, l'acteur, même chose. Le mec, il a tout, hein. Mm. Il a une carrière de fou. Il a de l'humour, il est marié, il a des enfants, il a du fric à plus savoir quoi en faire et il est mort. Il s'est suicidé. Pourquoi? Parce que énormément de ses besoins ont été bâtis sur une recherche extérieure et pas une recherche intérieure. Alors je dis pas qu'il faut devenir des moines bouddhistes et puis, juste se concentrer sur soi, son nombril et puis plus s'occuper du monde, mais de vraiment intégrer que dans nos besoins, dans la pyramide, il faut ne pas oublier la partie en interne. De pas oublier ce tu parles de reconnaissance et elle est extrêmement importante et tu vois, ça, c'est un besoin quand, j'étais plus jeune, alors je l'ai toujours le besoin de reconnaissance. C'est important pour moi qu'on reconnaisse mon travail, qu'on reconnaisse la qualité de ce que je fais, qu'on reconnaisse les efforts que je fournis, qu'on reconnaisse ce que j'essaie de bâtir avec toi, maintenant. Mais avant, c'était exclusivement de l'extérieur. Ouais. C'était si je fais ça, alors je vais avoir ça. Si je passe tel diplôme, bah, c'est cool parce qu'on va reconnaître que. Si je vais chercher telle formation, si je vais faire tel truc, si j'ai tel accomplissement, si et de se rendre compte finalement au fil des années, au fil du temps que c'est pas tant important. C'est important de recevoir de la reconnaissance et puis moi je suis toujours ravi de recevoir des mails et des messages qui me disent: «Oh c'est super, j'ai appris un truc, tu m'as fait avancer là-dessus, vraiment tu m'as aidé à progresser». Je suis le plus heureux du monde quand je reçois ce genre de messages. Mais je sais aussi que cette reconnaissance doit venir de moi-même. Une reconnaissance intérieure qui vient dire: «Eh, je suis fier de moi parce que».
J'en suis là parce que j'ai pris ces décisions, parce que j'ai pris ces risques, parce que j'ai pris cette, direction-là, parce que je mets telle et telle chose en place. Mais juste de moi à moi, dans le miroir. Et ça, si tu arrives à valider intérieurement tes besoins, alors c'est plus facile de continuer à progresser, puis d'aller chercher d'autres choses derrière. Donc c'est vraiment important d'aller dans cette double vision, cette vision systémique de comment l'extérieur peut m'aider à satisfaire ce besoin positivement et comment est-ce que moi-même je peux faire intérieurement pour valider ce besoin. Bah, ça me rappelle deux choses. Il y a deux choses qui ont popé quand tu parlais du besoin de reconnaissance. C'est cette fameuse phrase qui disait si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a raté sa vie. Je me rappelle, c'était avec Sarkozy ça. Et en fait, bah quelque part la Rolex, c'est un peu ce moyen, tu sais, de d'avoir la reconnaissance de bah, à 50 ans j'ai réussi ma vie parce que j'ai une Rolex et c'est une manière en quelque sorte de répondre à ce besoin de reconnaissance, mais de la mauvaise manière parce que tu remets à l'extérieur. Oui. Et une autre chose, et c'est ça, c'est une histoire qui vient d'un personnage qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle El Ghazali, qu'on appelait l'alchimiste des cœurs. D'ailleurs, il y a un documentaire qui parle de lui. Mmh. C'était un grand érudit à son époque. Et en fait, Al Ghazali, il est connu aussi bien dans le monde oriental, donc chez les musulmans, Mmh. qu'en Occident, parce qu'à cette époque-là, à l'époque où la philosophie brillait, Ouais. ben, il s'était aussi intéressé à la philosophie et il avait mis en PLS à son époque la philosophie. La philosophie. Euh, et du coup, c'est pour ça que ses œuvres ont été vraiment très très appréciées en Occident. Et en fait, Al-Ghazali, c'était un érudit. Les gouverneurs s'arrachaient à Al-Ghazali pour enseigner, tu sais, avant, les centres d'instituts, c'était Mmh. des mosquées en Orient, Mmh. de grandes mosquées, et puis ça servait aussi d'école, et puis d'université, etc. Et il Mmh. enseignait. Et en fait, un jour, il est arrivé, il s'est installé, il a commencé à enseigner, et il pouvait plus parler. C'est-à-dire que il n'y a plus aucun mot qui arrivait à sortir de sa bouche. OK. Et les gens étaient étonnés parce qu'ils le connaissent, tu sais, les gens venaient je veux dire, de partout pour l'écouter, pour apprendre la science d'Al Ghazali. Et ils s'étaient étonnés de voir qu'il pouvait plus parler. Et en fait, ce qui lui est arrivé, c'est que pendant longtemps, il s'est renfermé sur lui pendant un certain temps. Et en fait, il s'est rendu compte que jusqu'à aujourd'hui, son besoin d'enseigner la science, d'apprendre toutes ces choses-là, Mmh. en fait, il l'a construit sur un besoin de reconnaissance, mais chez l'autre. Il le faisait OK. pour les autres. En fait, son intention première, il pensait qu'il le faisait c'est pour plus grand que lui, c'est-à-dire pour Mmh. accomplir une plus grande cause. Ça va être le besoin qui va arriver juste après. C'est Mmh. le besoin qui est au-dessus. Donc lui, il pensait être justement dans cette chose-là. Et, et en fait, il s'est rendu compte que non. Il faisait ça pour les autres. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il a été, en quelque sorte, on pourrait appeler ça aujourd'hui, peut-être une maladie psychosomatique. Tu sais, il a psychosomatisé des choses et il a perdu la parole. Il pouvait plus s'exprimer, il était plus en accord avec lui. Son cerveau a bloqué. Et en fait, ce OK. qu'il a fait, El Ghazali, par la suite, c'est que il a disparu. Il était très connu, il était recherché par tout le monde et il a disparu du jour au lendemain. Et pendant longtemps, en fait, on s'est demandé ce qui lui était arrivé jusqu'au jour où plusieurs années plus tard, tu sais, un jour, il s'occupait dans une institut, donc il nettoyait l'institut et il Mmh. s'occupait, tu sais, aussi de nettoyer justement les toilettes, etc. de l'institut, dans l'anonymat le plus total. Mmh. Et il était en train d'écouter un autre érudit qui était en train de répondre à des questions. Et il y a un individu tu sais, qui est dans l'assise qui a posé une question et personne n'a été capable de répondre. Aucun des érudits qui étaient présents n'a été capable de répondre. OK. Et à ce moment-là, il y avait Al-Ghazali qui était là, dans l'anonymat le plus total. C'est une personne qui s'occupait juste de nettoyer l'institut et la mosquée et les toilettes. Et en fait, le mec est venu pour sortir. Et Al-Ghazali, en fait, à ce moment-là, était animé par un besoin réellement d'apporter quelque chose, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Et il lui a dit, au Ouais. fait, viens là. Tu vois la question que tu as posée. Voilà la réponse. Voilà, 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 voilà. En fait, il lui a tout décortiqué et il lui a répondu. OK. Et le mec, il est retourné dans l'assise, il a explosé de rire et il a dit aux érudits, en fait, vous tous là qui êtes là et qui êtes en train de nous enseigner, vous n'avez pas la réponse à cette question, alors que le mec là-bas qui s'occupe des toilettes, il Mmh. m'a donné la réponse. Et en fait, à ce moment-là, les érudits, tu sais, ils se sont dit, mais waouh, la réponse qui a été donnée, on reconnaît la patte d'Al-Ghazali. On reconnaît OK. vraiment la patte, la manière
tu sais, de décortiquer le truc, d'apporter le truc et c'est sûr que c'est lui. Et en fait, ils sont partis voir et ils se sont rendus compte que depuis des années, le mec qui était en train de nettoyer les toilettes et puis en train, tu sais, de balayer, Ouais. en fait, c'était Al-Ghazali qui était là dans l'anonymat. Donc à ce moment-là, ce qu'il a fait, c'est que lui, tu sais, il était dans ce besoin de justement tu sais, d'humilité, etc. Il était encore dans cette recherche d'humilité. Mmh. Donc il est reparti, il a redisparu jusqu'au jour où effectivement là, il était en phase avec lui et du coup, il a repris sa place d'érudit qu'il avait parce que il a, si tu veux, il a reconstruit en quelque sorte sa pyramide de Maslow. C'est un peu comme ça que je reconstruis cette histoire que je connais de d'Al-Ghazali. Ouais, Il a c'est une reconstruit, chouette il a histoire. reconsolidé. Mmh. Ouais, il a reconsolidé toutes les bases et puis du coup, bah, il a pu remonter dans les niveaux supérieurs. C'est une super histoire et merci pour ça, Samir. C'est vraiment cool parce que, parce que du coup, à travers cette histoire, ça vient aussi appuyer, ce qu'on amène sur ce principe que soit tu remets la satisfaction de tes besoins sur le monde extérieur et du coup, tu es dépendant de ce qui va se passer, de ce que le monde extérieur va bien vouloir t'accorder ou pas, ou tu t'en remets à toi-même, à ce qui se passe à l'intérieur de toi, des perceptions, à ta vision. Et dans ce cas-là, bah, tu vas être beaucoup plus en accord parce que tu seras pas tout le temps en train de te réajuster en fonction de ce qui se passe dehors, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. Parce que si demain, tu es persuadé qu'il faut que tu fasses quelque chose et que c'est une bonne chose, mais qu'en faisant cette chose-là, tu reçois aucune reconnaissance extérieure, est-ce que tu continues à le faire sachant que c'est bien? Ou est-ce que tu fais différemment parce que tu as besoin d'être reconnu? Mmh. Tu sais, Je c'est vois. vraiment de voir que on est un point d'équilibre. C'est un peu, ce qu'on explique en sophro, tu sais, avec la zone de rencontre entre le sujet et l'objet, mais c'est c'est vraiment de prendre conscience qu'on est au centre de ça et on peut décider où est-ce qu'on va aller puiser les ressources, où est-ce qu'on va aller puiser les éléments de l'extérieur et qu'est-ce qu'on va faire avec les éléments qu'on a à l'intérieur de nous. Donc c'est un super partage. Merci pour ça, Samir. C'est toujours chouette, tes histoires et tes partages de justement de ta culture, de tes connaissances, finalement ces informations qui sont pas suffisamment mises en avant et qui pourtant peuvent nous apprendre tellement de choses. Donc, c'est vraiment cool. Merci pour ça. Non, je t'en prie. C'est, comme je dis, ouais, je suis un passionné de sagesse et du coup, peu importe les cultures, j'aime bien effectivement aller me renseigner sur, bah, tout ce qui peut Mmh. rendre l'homme plus sage et c'est vrai qu'on ignore parfois les sagesses des autres cultures et pourtant il y a beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à qui peuvent compléter, bah, déjà les connaissances qu'on a Voilà. dans notre propre culture. Oui et puis de voir aussi que, tu quelle que soit la culture, quelle que soit l'origine, on retrouve les mêmes patterns de fonctionnement encore une fois. On retrouve les mêmes Exact. règles qui se réappliquent encore, encore, encore et encore, qui se répètent âge après âge et que ça serait peut-être bien qu'on commence à les intégrer une bonne fois pour toutes. Ça serait C'est cool sûr. qu'on arrête de bah, c'est chouette de s'émerveiller, tu sais, à travers des histoires comme ça, de se dire: «Waouh, ça percute». Mais Mmh. je sais pas moi, ça fait, combien de milliers d'années là qu'on pourrait finalement intégrer l'enseignement et se dire: «OK, go, c'est bon, on l'intègre, on en fait quelque chose, on l'explique dès le plus jeune âge, puis on l'applique, on guide le monde à aller dans ce sens-là». Ça ferait tellement une différence plutôt que de recommencer génération après génération, de se dire: «Ah bah tiens, on a évolué donc c'est cool» et puis hop, on repart dans une autre direction et on n'a toujours pas compris le principe, quoi. Il y a un Mais truc bon. drôle justement dans ce que tu dis, c'est que on parle beaucoup de l'histoire de l'humanité, mais on reste bloqué dans notre propre, culture et nation, souvent, parfois. Et en Oui, fait, comment on peut parler de l'histoire de l'humanité si on s'intéresse pas à ce qui se passe à l'extérieur de chez nous? bah, tu sais l'histoire, ça me fait toujours sourire et en même temps je trouve ça triste quelque part, mais l'histoire Mmh. est toujours écrite par les vainqueurs. Exact, ouais, c'est vrai. Donc en fonction des guerres et en fonction des, heu, des envahisseurs, de ceux qui prennent possession du territoire ou autre, c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas du reste. Donc mais bon, on est en train de s'égarer Samir, attention, attention. Ouais, on revient à la On se pyramide de recale. Maslow et voilà, on peut expliquer maintenant le niveau qui est juste au-dessus et qui a permis justement, qui a fait que, bah, Al-Ghazali, par exemple, est reparti de zéro pour pouvoir débloquer le niveau suivant. Exact. Donc le prochain niveau, Julien, c'est? Et ben c'est le besoin d'accomplissement de soi. C'est vraiment le fait de pouvoir s'accomplir, s'actualiser, prendre sa place en tant qu'individu, mais au-delà de l'estime, au-delà de l'appartenance, au-delà de la sécurité,
C'est le principe de donner du sens, de réussir à donner du sens à sa vie, de se sentir accompli à travers notre activité, notre travail, de prendre notre place dans notre communauté, dans la société, dans le monde, dans l'univers, même si tu as envie d'aller jusque-là. C'est vraiment de se dire: «Waouh, je vais prendre ma place. Je vais réussir à prendre ma place» et tu sais, dans le développement personnel, il y a cette recherche d'actualisation personnelle. Mhm. Il y a cette recherche de pouvoir s'accomplir. Mais si tu essayes de t'accomplir et de prendre ta place, mais que tu es toujours en dépendance de facteurs extérieurs pour satisfaire ton besoin de sécurité, que tu es toujours en dépendance de l'autre pour te sentir appartenir, que tu es toujours en dépendance du regard des autres pour avoir de l'estime, tu n'atteindras jamais ton besoin d'accomplissement. Et ça risque, en fait, de te mettre dans un état dépressif, finalement, parce que, bah, tu pourras pas te sentir bien. Ça ira pas, parce que tu auras pas travaillé et tu auras pas, développé les besoins qui sont en dessous et qui sont ultra importants. Parce que s'il y a pas ça, bah, le reste, ça marche pas. Tu peux pas. Exact. Tu es sur des fondations qui sont tellement fragiles que dès que tu essayes de monter à un niveau un peu plus important, où finalement tu prends plus de place, tu as plus de poids dans ta propre vie, bah, il y a tout le reste qui se casse la gueule et tu es obligé de recommencer. Exactement, ouais. Ça, c'est super intéressant et c'est important de mettre surtout le focus sur le soi. C'est surtout ça, en fait. C'est vraiment soi. C'est se mettre en avant en priorité. Ouais. Tant que tu t'oublies, bah, en fait, tu peux pas être toi-même. On en parlait dans le précédent podcast. Mmh. Tu peux pas être toi-même si tu t'oublies. On en parlait quand on parlait du coaching, et cetera, et que justement chaque personne est un bloc de marbre, mais que sa version qui excelle est dans le bloc de marbre, c'est-à-dire qu'elle est déjà présente. Il faut juste façonner, il faut juste enlever le Mmh marbre mh. qui est en trop. Bah, c'est un peu la même chose. Tant que tu t'en remets aux autres, bah, tu peux pas être toi, en fait. Tu suis le courant, en fait. Mais tu Tout à décides fait. pas de ta propre route, de ta propre voie, de ce que tu peux réellement apporter. Exact. Moi, tu sais, si j'écoutais justement, si j'avais continué à écouter les autres, bah, je serais encore dans l'informatique à faire, tu sais, toute ma carrière, toute ma vie. Et sauf que au fond de moi, depuis que je suis gamin, je sais que ce que j'aime, bah, c'est la sagesse, c'est apporter quelque chose dans la vie de l'autre, c'est Mmh mh. planter des graines dans le cœur des gens, de laisser mon empreinte, tu sais, de me dire que je suis utile pour l'autre. Ouais. Et parce que l'idée de l'informatique, ça venait principalement de mon père et je veux dire, voilà, je le remercie parce que c'était sa vision. Voilà, mon père n'a pas eu la chance de faire des études, donc et puis, tu sais, il était très lui, il était mécanicien, donc il était déjà en quelque sorte dans la technologie de son époque Mmh mh. et en voyant l'informatique arriver, ben, tu sais, il a flairé le truc en se disant: «Punaise, l'informatique, c'est l'avenir», et depuis que je suis gamin, tu sais, j'avais un Amiga quand je suis né. Mon père avait déjà un petit Amiga. Mmh mh. C'était aussi une console de jeu, mais ça permettait aussi de faire d'autres choses. Donc j'avais déjà commencé, tu sais, à taper sur le clavier quand j'avais déjà 3 ans. Et Mmh mh. c'est lui qui m'a mené vers cette voie de l'informatique en me disant, tu sais, l'informatique, c'est l'avenir, tu as des compétences, tu as des talents et tout. Mais c'est pas ce qui était le mieux pour moi. Et j'aurais pu continuer à suivre le courant de je veux être accepté, je veux justement faire plaisir aux autres, ou de me dire bah non, mais moi, je veux faire ce que j'aime faire. Et moi, je sais que ce que j'aime faire et là où j'excelle, mes soft skills, on appelle ça des soft skills, mais moi, je pense que c'est des hard skills. Tu sais, j'aime pas ce mot soft skills Mmh mh. pour des choses qui te représentent en réalité, qui font partie de ta personnalité. Bah, mes Tout à hard fait, ouais. skills, c'était d'aider les autres. C'était de prendre le temps, d'écouter les autres, tu sais, de me mettre à leur place, de les amener justement à développer leurs pensées, à trouver, tu sais, de leur apporter quelque chose. Et ça, bah, j'ai pu réellement, en quelque sorte, me développer qu'à partir du moment où je me suis dit, c'est ça qui est important pour moi. Mais si je restais dans le regard de l'autre, je serais encore en train de, tu sais, de patauger dans la semoule. Et ma Ouais. pyramide de Maslow aurait pas pu s'équilibrer parce que pendant un moment, moi, je suis redescendu tout en bas de la pyramide de Maslow. C'est pareil. Mmh mh. Quand je me suis rendu compte que c'était important pour moi de mettre l'autre en avant et jamais moi, de faire plaisir aux autres, de ne Mmh. jamais, tu sais, faire de vagues, parce que si je disais que j'étais pas d'accord avec quelque chose ou que je voulais prendre ma vie en main, ben, j'avais peur de faire du mal aux personnes que j'aimais. Mmh mh. Bah, quand je me suis rendu compte de ça et que j'ai brisé le truc, je suis redescendu tout en bas. J'étais pas bien, hein. J'étais vraiment Ouais. pas bien Ah bah et non, j'ai dû c'est reconstruire. sûr. C'est Mmh. sûr. C'est sûr et je pense que toute personne qui a, à un moment donné dans sa vie, pris une décision radicale de changer de vie, de repartir à zéro,
de se reprendre en main, de travailler sur soi, de reprendre ses responsabilités, de faire progresser sa vie, vraiment, revient, redescend à la base, retravaille sur sa vision de son sentiment de sécurité, sa vision de son sentiment de d'appartenance, ensuite de reconnaissance, et après on peut commencer à monter. Et tu vois, on met souvent ce dernier niveau qui est la réalisation de soi, mais il y en a un qui est encore plus au-dessus, Ouais. c'est le Il y niveau a de un la niveau caché. spiritualité. Mm. Et c'est ce niveau, qui est au-dessus, qui est plus le côté spirituel. Alors pas, on fait toujours la distinction, hein, pas religieux, mais vraiment spirituel, où, là, c'est de voir en fait que le sentiment d'appartenance, bah oui, il est là, mais il est là parce que tu appartiens à un tout plus grand, à quelque chose de tellement plus grand que, le simple groupe d'amis, famille ou professionnel dans lequel tu peux trouver ta place aujourd'hui. Ton besoin de reconnaissance, peut-être, tu vas le retrouver dans, ton impact sur le monde entier, sur l'univers entier de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu accomplis, qu'est-ce que tu changes. Et puis ton besoin d'accomplissement, bah, il va se faire encore plus à travers justement ton sentiment d'être au-dessus de ça, d'être au-delà de ça. Et ça, c'est un peu le niveau, suprême, le niveau ultime, hein. C'est le dernier niveau du jeu, peut-être même pas d'ailleurs, il y en a peut-être encore derrière, je sais pas. Mais, mais ça, c'est tendre vers ça. Mais tu vois, je vais prendre un exemple un petit peu extrême, mais c'est vraiment pour illustrer. Tu prendrais une personne qui n'a pas son besoin de sécurité qui est vraiment satisfait positivement, d'appartenance et de reconnaissance, ni de réalisation, mais qui va se dire: «Je vais m'inscrire dans une assos, je vais répondre à une cause qui est importante, puis je vais y aller à fond, je vais me donner à fond dedans parce que ça va me permettre de m'épanouir, parce que j'ai compris que, bah, être en lien avec quelque chose de plus grand que nous, ça nous permet de nous sentir bien». Mm. Et qu'en vrai, quand tu vas parler à cette personne, quand tu vas la rencontrer, quand tu vas échanger, quand tu vas la voir dans sa vie de tous les jours, tu vas probablement faire face à une personne qui sera pas vraiment épanouie, qui sera pas vraiment heureuse, qui se sentira pas forcément à sa place, et pourtant, elle applique des règles et des stratégies qui appartiennent au niveau le plus élevé, mais ça changera rien. Pourquoi? Parce que les niveaux du dessus ne sont pas suffisamment stabilisés pour pouvoir prendre sa place à ce moment-là dans cette dynamique-là. Fait Mm. que c'est vraiment important d'envisager cette pyramide comme on construit point par point, couche par couche, on remonte progressivement, et s'il faut, ben, on redescend de temps en temps et on réaligne le niveau correctement pour avancer pour la suite. C'est vraiment important. Mm. Exactement. Et c'est aussi important ça que tu cites ce niveau caché de la spiritualité. Ça je l'ai pas appris à l'école. De toute façon, j'avais appris la pyramide de Maslow à l'école et Mmh je me rappelle, c'était bon. Je m'excuse auprès de mon professeur. J'adorais ce professeur, mais j'avais peut-être pas la maturité nécessaire ou je comprenais pas à quoi ça servait. Ce qui fait que, bah, en fait, j'ai pas écouté. J'étais plus à discuter avec mes voisins euh, et à Samy, qu'est-ce que tu as rigoler. fait? Bah, je suis sûr et certain que, tu sais, si on parle là, bah, toi qui nous écoutes, si je te parle de la pyramide de Maslow à l'école, je suis sûr et certain, en tout cas, il y en a pas mal parmi vous qui n'ont pas saisi le secret et c'est l'intérêt de toute cette pyramide de Maslow. Ça explique beaucoup de choses. C'est, c'est une voie de la réussite aussi. C'est une voie de l'épanouissement et Complètement. de l'avancement dans la vie. Mais voilà, j'étais pas, disons que c'est pas comme ça qu'on me l'a présenté et je voyais juste, tu sais, une pyramide avec des couleurs et quelques mots. Mmh Je comprenais pas forcément l'intérêt. Et quand je l'ai redécouvert grâce à la PNL, je me suis fait, ah, tu sais, je me suis dit, ah, punaise, ça explique beaucoup de choses, en fait, finalement. mh. Et ce niveau spirituel, on n'en parlait pas à l'école, mais il est là. Tu dis que religion et spiritualité sont deux choses différentes parce que, tu sais, il y a des gens qui sont religieux, qui pratiquent une religion, qui sont adeptes d'une religion, mais qui ont pas du tout de spiritualité là-dedans. Leur religion, tu sais, elle est vide de spiritualité. Mmh Alors que malheureusement, bah, ce qui est triste, c'est que justement, la religion est censée, je veux dire, la spiritualité, c'est censé être le noyau, en règle générale, quand tu pratiques une religion. Mais il y a des gens qui prennent le truc à l'envers, un peu comme la pyramide de Maslow. mh. Et ça, c'est important que tu l'exprimes. Et ça, moi, c'est ce que j'ai appris, en tout cas, ces dernières années. Et que, tu sais, des fois, j'ai discuté avec des gens qui n'étaient, je veux dire, d'aucun bord religieux, mais qui étaient très spirituels et qui m'ont appris à comprendre ma religion.
et les autres religions, mais de Mmh. comprendre ce qui se cachait derrière, parce que c'est deux choses qui sont, voilà, c'est deux choses qui sont censées être parallèles, mais que ben, beaucoup de gens ne font pas. Je dirais, ils commencent par le haut de la pyramide et puis plus tard, ils se rendent compte que finalement, en fait, tout ça est dénué de spiritualité et que malheureusement, ils vont pas dans la bonne voie. Tout à fait. Tout à fait. Mm. De toute façon, tu sais, il y a un truc qui me pop en tête et je crois que c'est un élément que ça peut être bien de le garder à l'esprit pour nous, de manière générale, parce qu'on en parle souvent avec Samir. Mais tu prends justement tous ces mouvements, toutes ces perceptions parfois qui sont un peu trop extrémistes, sous Mhm. couvert d'enseignement, sous couvert de plein de choses. Tu sais, on aurait pu poser la question à Hitler pourquoi il a fait ce qu'il a fait, et puis il dira bah c'est parce que Nietzsche a dit que c'était une bonne idée, et puis qu'on Mhm. partait dans ce sens-là, et puis voilà, tu sais, tu l'interprètes comme ça t'arrange. Mais c'est c'est juste que est-ce que ces éléments te servent à avoir raison, ou est-ce qu'ils te servent à Exact. grandir et à évoluer et du coup à être plus heureux? Donc Exactement. c'est vraiment important parce que sinon on prend la pyramide de Maslow puis on se dit: «OK, donc j'ai à manger dans le frigo, c'est bon, c'est parfait. Sécurité, j'ai un boulot, j'ai de l'argent sur le compte, c'est bon, c'est parfait. Appartenance, bah, j'ai ma famille, donc c'est bon, c'est parfait. Reconnaissance, bah, j'ai des retours positifs des autres, c'est bon, c'est parfait. Accomplissement, bah, regarde, je fais un travail qui est sympa, je prends ma place» et puis en fait, quand tu regardes, tu dis: «Bah oui, je prends tous ces arguments-là pour me dire que j'ai raison», mais que si on gratte, on se rend compte que, bah, ça fait des années que t'as pas rêvé, ça fait des Mm. années que t'as pas établi des projets importants pour toi, ça fait des années que t'as pas fait une différence pour toi ou pour les autres. Ça fait des années que tu t'es pas senti, vivre profondément. Mais c'est pas grave, sur le papier, c'est dit que si je valide ça, bah, alors je vais être heureux et puis je suis bien. Et je crois profondément que c'est une erreur de penser de cette manière-là. Ou en tout Mm. cas, De c'est pas toute optimal. manière, De toute manière, là, dans ce que tu dis, quand tu vas avoir raison, il y a un truc qui va se faire de lui-même. Tu Mmh. sais, c'est un peu comme le jeu Jenga. Tu sais, le truc où tu construis une espèce, tu sais, tu poses des Ouais. petits rondins de bois et tu Mmh. construis, puis après, il faut enlever chaque rondin de bois. Bah, Mmh. en fait, si tu as voulu avoir raison pendant des années et que tu penses que ta pyramide de Maslow se porte bien, essaye juste d'enlever un truc. Essaye juste de te projeter et de te dire, si on m'enlève ça, est-ce que ma pyramide de Maslow, elle va encore tenir? C'est au moindre petit truc que tu vas enlever, ça va s'effondrer, en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir est-ce que tu veux justement avoir raison quand tu te justifies que tout est OK, Mmh. ou est-ce que réellement tu es dans cette optique d'évolution? Et là, ça va être différent. Complètement. Et c'était un peu ça qu'on voulait te partager avec Samir dans cet épisode de podcast parce que, bah, la pyramide de Maslow, elle est encore, d'actualité. Elle nous donne une vision, une compréhension de comment est-ce qu'on pourrait travailler sur nous-mêmes pour avancer. Si on devait faire un petit résumé finalement de ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, Samir, c'est toi en tant qu'individu, tu vas faire attention maintenant à bien t'assurer que tes besoins ne soient pas satisfaits uniquement par des facteurs extérieurs, mais qu'ils soient aussi satisfaits par des facteurs intérieurs, qui sont peut-être même encore plus importants que ceux qui sont à l'extérieur, et ensuite de monter progressivement en contact avec les niveaux supérieurs. Et une fois que tu es arrivé à un niveau plus important, si jamais tu as le sentiment que c'est pas encore ça, essaye pas de monter plus. Essaye de regarder en dessous, est-ce que finalement j'ai si bien satisfait que ça ces besoins? Ou est-ce qu'ils ont été déstabilisés? Ou est-ce qu'ils sont plus équilibrés? Parce que c'est pas parce qu'un jour dans ta vie, ton sentiment de sécurité, il est validé à 100% que le lendemain, il sera encore à 100%. C'est un travail quotidien et c'est pour ça aussi qu'on parle souvent de self-actualisation, hein, donc d'auto-actualisation au dernier niveau de la pyramide. C'est de revoir en fait tout ce qui se passe en dessous pour t'assurer, OK, est-ce que j'ai toujours mes besoins physiologiques qui sont satisfaits positivement? Oui, c'est bon. Est-ce que ma sécurité, elle est toujours au rendez-vous? Oui, c'est bon. Est-ce que mon appartenance et ma reconnaissance est toujours au rendez-vous? OK, c'est bon, donc je peux continuer à aller plus loin. C'est à chaque fois de faire une revisite, de redescendre pour voir est-ce que ça marche toujours ou est-ce que ça marche pas. Et si ça marche pas, bah, tu sais que si jamais tu montes plus haut, bah, tu vas tomber de plus haut. Donc, ça va faire encore plus mal. Exact. Fait que merci pour ton attention. On espère que ce podcast aura apporté bah, de l'information utile pour te permettre d'avoir des prises de conscience
et de t'amener à observer un peu plus ce qui se passe à l'intérieur de toi et du coup d'ajuster pour continuer de progresser. On t'invite à liker, à commenter, à t'abonner et à partager au maximum autour de toi pour que ce message puisse aller le plus loin possible et inspirer un maximum de monde à avancer et à travailler sur soi. Parce que si on change, on va changer le monde. Donc ça, c'est important de le garder en tête. Et puis, on va se retrouver très bientôt pour un prochain podcast. Exact. Bah écoute, moi je te dirais de croire au maximum en ton potentiel. Exact. N'oublie pas à quel point tu es magique et on te dit à la À la prochaine. prochaine.